Le cercle vertueux de libres penseurs présente Espace Républicain. Espace Républicain. Mesdames et messieurs, amis d'Espace Républicain, bienvenue à cet espace que vous aimez bien et je suis content parce que vous avez été très nombreux à nous écrire et vous êtes très nombreux à réagir. Nous pensons que nous serons à la hauteur de vos aspirations. Le 22 avril dernier, 175 États, ce qui est assez rare dans les annales des Nations Unies, ont signé l'accord sur le climat de Paris. Cet accord qui avait été déjà adopté au mois de décembre à Paris devait être signé par les chefs d'État et ils l'ont fait à New York. 175, c'était en tout cas le nombre le plus élevé depuis le dernier accord qui avait été signé sur la mer qui avait réuni 112 délégations. Aujourd'hui, notre pays a été représenté par le chef de l'État lui-même qui a ratifié cet accord sur le climat. Le Congo est un enjeu majeur dans la solution des problèmes climatiques sur Terre. Vous savez que nous avons le deuxième bassin le plus grand du monde. Mais est-ce que nous comprenons les enjeux? Le monde est-il prêt à aller dans le sens de cette signature ou bien c'était seulement un leurre où les puissants du monde vont encore jouer des tours aux plus faibles? Voilà des questions qui vont certainement intéresser le public, mais aujourd'hui, les spécialistes d'Espace Républicain. Ils sont donc là aujourd'hui, vous les connaissez déjà, vous commencez à vous habituer à leur tempérament et à leur perspicacité. Je voudrais donc ici saluer Freddy Moulumba. Il est là, il ne manque pas d'ouvrages, il est là donc avec sa querelle d'ouvrages et des citations. Il va. Bonjour Freddy. Bonjour cher ami. Jérôme Sekana qui a certainement été à New York il n'y a pas longtemps pour pouvoir suivre non seulement ce dossier mais aussi qu'est-ce que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les grands de ce monde décident de que deviendra le climat. Bonjour Jérôme. Bonjour William. Jérôme est directeur général de l'agence Galaxy Media, mais je salue aussi que Jérôme édite déjà depuis quelques temps un journal qui s'appelle Bonne Gouvernance. Merci donc d'être là. Pas les plus anciens, mais en tout cas les grands doyens ici, c'est José Nawej, éditeur du journal Forum des As. Il aime lui-même s'appeler marxiste. Je ne sais pas pourquoi, le marxisme est mort depuis très longtemps, mais enfin, bonjour José. Je te laisse la responsabilité de cette affirmation petite bourgeoise. Et à gauche, aujourd'hui, la fois passée, je l'ai appelé un sage, mais bon, il a quand même prouvé, hein. Diana est là aujourd'hui. Diana va nous proposer une petite expérience à sa manière sur le réchauffement climatique. Bonjour Diana. Vous savez qu'il est directeur général, directeur de publication de La Colombe. John Gombois, directeur des informations d'Antenne A. Bonjour John. Et Bruno Bolisson, producteur et journaliste talentueux. Et il est aussi le présentateur de l'émission Après la plénière. Voilà les différents invités, participants, chroniqueurs que vous commencez à aimer parce que vous nous le dites régulièrement. Mais le sujet lui-même est important. Cet humour du début ne peut nous éloigner du sérieux de la question. La planète est en danger, les pays pollueurs, on les connaît, les premiers c'est les États-Unis et la Chine, mais ils sont ceux qui tiennent l'économie du monde. Pour que ça change, il faut qu'eux, ils changent dans leur structure et qu'ils polluent moins. Est-ce que cela est possible? Voilà la question que je pose directement au premier d'entre nous. Je crois que Jérôme peut commencer aujourd'hui. Jérôme, est-ce que les problèmes qui se posent aujourd'hui à nous, nous allons parler du Congo dans un deuxième temps, mais d'abord le monde lui-même, est-ce qu'il formule bien la question COP21? Oui, le monde est en danger. C'est vrai parce que si nous atteignons les 2 degrés Celsius, nous allons enregistrer de dégâts incommensurables avec la montée des eaux
nous allons enregistrer des érosions, nous allons enregistrer des catastrophes au niveau non seulement de l'Afrique, mais à travers le monde. La survie de l'humanité réside en la protection de l'environnement, en la protection des forêts qui constituent, vous l'avez dit, la source de provision, d'approvisionnement en oxygène. Pourquoi? Parce que tout le monde a étudié ici la photosynthèse en tant qu'animaux, parce que l'homme est un animal intelligent. Pour que l'homme vive, il faut qu'il y ait des végétaux, et les végétaux qui produisent, qui captent les CO2 que nous rejetons et nous renvoient l'oxygène que nous prenons, nous transformons cet oxygène en CO2, et c'est cet échange qu'on appelle la photosynthèse. Or, il s'est fait qu'une grande partie de nos forêts, nous avons décimé, il nous reste 2 grands poumons, je dirais 3, parce que l'océan aussi c'est un puits carbone, et nous avons en Afrique, au niveau de la République démocratique du Congo, 60% des forêts qui constituent le 2e poumon forestier du monde, et où le taux de déforestation est de 1% l'an par rapport au taux de déforestation de 4% là au niveau de l'Amazonie. Donc le danger est là, l'enjeu est de taille. Les Occidentaux, les scientifiques qui comprennent que leur survie dépend de la protection de nos forêts, savent très bien que si nous détruisons nos forêts comme eux ont détruit leurs forêts au XVIIe siècle, eh bien le monde, nous allons cesser d'exister. Et c'est très important dans la mesure où, au niveau de l'Afrique, je dois vous le dire, nous avons en République démocratique du Congo 149 millions d'hectares de forêts vierges. Et c'est dommage que dans le protocole de Kyoto, ces forêts-là n'étaient pas inscrites dans ce qu'on a appelé, oui, pas seulement la certification, c'est-à-dire dans les crédits carbone. C'est-à-dire, si les gens qui reboisent touchent beaucoup plus d'argent par rapport à nous qui nous allons parler tout à l'heure, Jérôme, merci de cette intervention. Nous parlerons de l'économie verte, hein, comme on dit. Bien sûr. Mais allons vers l'idéologie, allons vers la complexité du phénomène. Je reviens donc à Freddy. Freddy, lui, il a un angle de lecture différent. Oui, certainement. Et je pense que nous tombons encore dans un piège tendu par les capitalismes occidentaux prédateurs. L'histoire doit nous aider à comprendre où est-ce que nous partons. Comme d'habitude, je n'invente rien. Je vous en prie. Je voudrais lire un Congolais, professeur Gabriel Mbazamalale. Il a publié un ouvrage, Les aspects juridiques dans les enjeux des crises congolaises, les origines à nos jours, 1860-2006. Il cite Léopold II dans son discours. Il dit, au regard de ce discours de Léopold II, les tout premiers actes solennels qui marquent les premiers signes publics de l'histoire de l'État indépendant du Congo révèlent que les rois des Belges dissimulent totalement son ambition primaire, celle de trouver une colonie en Afrique centrale pour la Belgique. Et je me pose la question aujourd'hui avec les cas de COP21. Pour justifier la colonisation, on est venu avec les discours humanitaires, géographiques, donc, et la conférence de géographie à Bruxelles. Ça, c'était le prélude à la mise en place d'une colonisation. Aujourd'hui, toujours en Europe, il y a COP21 à Paris, mais ce qui est curieux, cette fois-ci, on a délocalisé, c'est l'ONU qui couvre. Or, l'ONU ne représente plus le peuple. L'ONU est contrôlée par les multinationales occidentales. Je vais vous lire une dame qui est bien connue, Naomi Klein. Il a publié un livre, Tout peut changer, capitalisme et changement climatique. Qu'est-ce que Naomi Klein dit? Elle dit ceci: des firmes mondiales de réassurance font des profits qui se chiffrent en milliards en vendant, entre autres, les plans de protection à des pays en développement, n'ayant pratiquement aucune responsabilité dans la crise du climat.
mais dont les infrastructures sont éminemment vulnérables. Donc, les capitalistes profitent de la crise du climat pour mettre la main sur nos forêts. Ce qui me frappe, c'est de voir que les gens sont très contents, on a l'argent, ils ne savent pas les conséquences. Nous trouvons un jour, nous sommes recolonisés en disant que ces forêts appartiennent soit au privé européen ou bien américain, soit ce sera, on appelle ça, les biens de la communauté internationale, quelque chose comme ça. Réserve mondiale. Donc on n'a pas... Voilà. Merci Freddy, merci. Donc il faut qu'on fasse attention qu'on ne tombe pas dans la facilité. Très bien, mais en ce qui concerne le réchauffement climatique, je crois que les météorologues du monde ont dit que l'année qui vient de s'écouler a été la plus chaude depuis 100 ans. Il a quand même fait chaud. Je crois qu'à Kinshasa, ici, au mois de mars, nous avons tous vécu cette montée de la température. Bon, je voudrais quand même rapidement passer, après, je passe d'abord à Diana, vous reviendrez, parce que lui dit que bon, ça peut être un prétexte il n'a pas tellement tort, parce que le système de Pavlov, c'est que on vous donne un appât et puis derrière il y a un objectif. Hein, donc on ne peut pas simplement dire Freddy est un révisionniste s'il refuse de voir la réalité. Non, on prend tout ça en compte. Mais Diana, vous avez la parole. Vous avez demandé même qu'on vous prépare un assortissement des alchimistes là. De quoi s'agit-il? Freddy a dit c'est une des stratégies. Parce que les Européens ont déjà exterminé leur forêt. Et maintenant, nous avons le réchauffement. La réalité, elle est là. Ce que Jérôme vient de dire ici, c'est que s'il n'y a plus de forêt, il y aura un réchauffement davantage parce qu'il n'y a que l'oxygène que dégagent les arbres qui pourront refaire la couche d'ozone qui nous permet de ressortir. Et l'expérience que nous voulons faire ici, j'aimerais que chacun la fasse chez lui. Qu'il prenne un peu d'eau sur une assiette, qu'il prenne un verre, et ça c'est l'assiette qu'il chauffe. Quand vous chauffez les verres, vous les renversez sur l'eau, l'eau monte dans les verres. Et c'est ça le danger qui nous court. Dès qu'il y a plus de réchauffement ici, les eaux des mers, nous qui nous glorifions d'avoir les eaux, ces eaux-là vont être nos ennemis. Est-ce qu'il est possible de faire l'expérience ici? Oui, tout à fait, à condition que la climatisation nous laisse... Oui, on va essayer d'éteindre la climatisation là-bas, rapidement. Voilà, essayez d'éteindre un moment. Nous avons un grand... Un chimiste. Un chimiste. Un chimiste. Bon, voilà, donc... En herbe ou bien... Voilà, le temps que... Non, je crois que le temps qu'il soit prêt avec l'expérience, je vais nous prendre la parole. Oui, c'était... Peut-être, Diane va le démontrer. La fiction va rencontrer la réalité dans cette histoire des réchauffements climatiques. Nous avons pour habitude de voir des films... on se dit non, ça ne peut pas se réaliser. Eh bien, avec les tsunamis, nous avons déjà eu la possibilité de voir que ces cataclysmes est finalement devenu une réalité, d'une part. D'autre part, ces réchauffements climatiques, moi je crois que il est aussi révélateur. Il est aussi révélateur d'un choc de civilisation. En réalité, il est l'épuisement de la civilisation occidentale qui a démontré aujourd'hui que c'est une civilisation qui est finalement prédatrice pour l'environnement, pour l'humanité. Et troisièmement, ce que je peux ajouter pour commencer, c'est que les réchauffements climatiques est une revanche que nous devons prendre, nous les autres. C'est à nous maintenant de démontrer que notre civilisation est la bonne. Parce que la civilisation... C'est-à-dire quoi, laquelle? Vous opposez la civilisation occidentale à laquelle civilisation, John? Mais à la civilisation que laquelle? qu'on doit nous laisser développer. C'est-à-dire que... Ah, elle n'est pas encore là. Non, nous avons notre civilisation, mais qui a été étouffée. D'accord. Parce que le modèle occidental nous a été imposé. Aujourd'hui, nous devons vivre comme les Occidentaux. Mais voilà, où est-ce que cela peut mener? Alors, c'est une civilisation qui a démontré ses limites. Il est important aujourd'hui que, en attendant que Diane... il va nous en fumer, hein. Cette démonstration ne va pas venir. Hein. L'Afrique, le Congo, au cœur de l'Afrique, parce que ne nous voilons pas la face. Quand on parle de l'Afrique, en réalité, dans cette affaire, c'est le Congo. Le Congo va donner au monde de quoi pouvoir respirer.
Et à partir de ce moment-là, ce sera peut-être dans la partie économique de ces débats, le Congo devra être en mesure d'imposer... Merci John. Vous avez vraiment donné la parole à José. Parce que quand John dit effectivement que nous sommes dans un choc de civilisation et que je ne peux pas non plus faire semblant de ne pas avoir entendu ça. C'est un homme sensé quand il dit ça. Est-ce que quelle est la part de vraisemblance à ce qu'il a dit? Est-ce que l'Occident, qui a une situation matérialiste, une situation industrielle, l'usage maximal de la machine, ça a commencé il y a 3-4 siècles. Quelle est votre lecture? Non, plutôt que de parler de civilisation, parce que la civilisation va nous amener à la culture. Voilà. Et nous ne sommes pas ici dans une logique culturelle. Nous sommes dans des logiques économiques. Je préférais parler des modèles économiques. Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est quoi les réchauffements climatiques? Les réchauffements climatiques, c'est la conséquence de quoi? C'est la conséquence des limites du modèle d'exploitation massive qui recourt à l'énergie fossile. Pour leur développement, les économies occidentales, les pays occidentaux, pour faire court. Mais il n'y a pas que l'Occident, il y a aussi l'Asie aujourd'hui. Pour leur développement, ces pays-là ont recouru massivement à l'économie fossile. Donc, à étudier aux énergies, ont recouru aux énergies fossiles. Et ces énergies fossiles, par définition, c'est des énergies qui polluent, des énergies polluantes, qui polluent beaucoup. Alors, c'est maintenant, le problème, il est à quel niveau? Le problème, c'est que nous, pour nous développer, nous devons violenter notre environnement. En fait, le développement, c'est quoi? Le développement, c'est la capacité d'un peuple, de manière triviale, à violer son environnement. Quand votre environnement est vierge, c'est que vous ne l'avez pas transformé, c'est que vous ne pouvez pas vous développer. Alors, le piège dont parlait Freddy, on va y revenir, ça me paraît fondamental, c'est que finalement, au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, nous risquons, nous, d'être doublement frappés. Le principe de la double peine. Non seulement nous sommes les continents qui polluons le moins, c'est à peine 4%. L'Afrique n'est pas concernée fondamentalement par ça. L'Afrique est en train de subir les conséquences de l'utilisation massive des énergies fossiles de la part des Occidentaux d'une manière générale, et aussi, dans une certaine mesure, de l'Asie, la Chine, etc. etc. Bon, maintenant, aujourd'hui, encore que la Chine a ceci de particulier, c'est que la Chine dit aux Occidentaux, vous, pour vous développer, vous avez violenté votre environnement, vous êtes là où vous êtes. Moi, je suis encore un pays émergent, en développement, laissez-moi aussi me développer. Parce qu'en réalité, la contrepartie, Willy, par rapport à cette question, c'est quoi? La contrepartie, c'est des énergies propres. C'est des énergies qui coûtent terriblement cher. Donc, nous risquons, nous, Africains, encore, c'est ça la plus grande interpellation, de rater une fois de plus le départ, pas seulement du fait de nous-mêmes, mais du fait fondamentalement qu'on nous embarque toujours dans des modèles qui ne sont pas nôtres. Donc, par conséquent, ce n'est pas un problème purement culturel, c'est un problème de choc économique. Nous allons, malheureusement, dans ce combat-là, nous n'avons pas d'armes. Vous avez raison. Et autour de cette table, nous sommes en train de dire, non, on va donner de l'argent. Mais est-ce qu'ils ont intérêt à nous donner de l'argent? Non. Enfin, on va y arriver. Très bien. Alors, Diana, il a quand même... Il y a l'eau qui monte, mais le bassin est un peu volumineux. Pour ceux qui peuvent le faire à la maison, se prendre le bassin qu'on appelle l'assiette qu'on appelle Sanyambele, le plus plat là-bas, vous verrez l'eau facilement, il est monté jusqu'à la main ici. C'est-à-dire que quand le verre est chauffé... Le verre est chauffé, vous brûlez tout l'oxygène dans le verre et l'eau monte. Et ce sont des expériences qu'on a vécues maintenant. On voit que le niveau du fleuve monte, vous allez le niveau de la mer monte au Sénégal. Maintenant, on se plaint du niveau de la mer qui est en train d'envahir déjà beaucoup d'autres... C'est d'ailleurs les cris d'alarme, les cris de secours de plusieurs pays insulaires qui sont pratiquement menacés. Le problème qu'il y a maintenant, le danger est réel. Il va menacer tout le monde, occidentaux comme... Mais si aujourd'hui les mers montent, il n'y aura pas que les Africains qui vont mourir. Vous pouvez avoir la technologie, d'avoir la technologie. Il y a 2 planètes qu'on a découvertes là, quelque part ici. Peut-être ceux qui vont avoir le moyen d'avoir des satellites pour courir sur ces planètes-là. Mais si vous restez sur cette terre, ça sera difficile. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est quoi?
la protection de cette forêt-là. Est-ce qu'on peut protéger la forêt dans un pays déstabilisé? Un pays comme la RDC. Là, vous avez par exemple... Diana, vous allez avoir la parole tout à l'heure. Je voudrais quand même que notre ami réagisse aussi, Bruno, sur cette première perspective-là. Où est-ce que nous en sommes? Vous avez parlé de l'accord, oui. Le réchauffement climatique, les autres ont correctement expliqué. Mais l'accord de Paris, certifié ou ratifié à New York, qui sera ratifié au niveau de chaque parlement dans les prochains jours, c'est un compromis global. Un compromis global, je dirais un compromis vital, qui réunit les grands pollueurs comme les petits pollueurs, comme l'a expliqué José Nawel. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui isoler la RDC pour dire que nous devons faire attention à ce qu'on nous propose comme modèle. C'est vrai, nous devons nous munir de précautions et nous questionner sur le contour général de ces nouveaux modèles économiques et de développement qu'on nous propose. Mais il faut savoir que nous sommes tous dans une même case. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas parler du réchauffement climatique en isolant un pays. Même si vous êtes les petits pollueurs, mais vous pouvez être les grands pollueurs. Ce n'est pas possible. C'est de cette façon-là... Comme celui qui fume à côté des non-fumeurs. Trouver cet accord-là est fondamental pour l'avenir de l'humanité. Alors, le Congo, c'est vrai, nous avons les bassins du Congo, la deuxième réserve après l'Amazonie, mais n'oublions pas qu'il y a d'abord l'Amazonie, il y a les Bornéo Mekong en Indonésie. Donc tout ça aussi, et aussi, ont besoin de se munir des précautions. Donc nous sommes engagés, vous avez raison, nous sommes engagés dans une course contre la montre, parce que les effets de la pollution, eux, n'attendent pas. Nous commençons déjà à les subir, et l'accord COP21 essaie de mettre en place un type d'économie, un type de réforme, et des moyens pour y arriver. Notre pays a été représenté par le président Joseph Kabila. Il faut reconnaître que le Congo a quand même une place de choix dans cet accord-là, parce que le président parlait au nom pas seulement de notre pays, mais du bassin du Congo. Hein, il y avait un problème de leadership là un peu, parce qu'il y avait le Gabon aussi qui parlait du bassin du Congo, mais n'ayant que 0,003 de ce bassin-là. Alors, c'est là où se pose la question de notre responsabilité. Nous sommes une nation qui sont maintenant embarqués dans une construction d'une solution mondiale. Est-ce que nous sommes à même, tel que nous sommes aujourd'hui, de formuler des réponses au niveau mondial tout en ayant formulé des réponses au niveau national? Est-ce que le Congo est prêt en tant que nation puissante, forte, dans l'état actuel où il est, de réagir et de répondre aux défis que pose COP21? Que ce soit une manipulation, que ce soit une économie numérique, que ce soit un choc de culture, est-ce que sommes-nous en tant que peuple prêts à réagir par rapport à cela? Rapidement. Oui, je vois que là tu touches une question essentielle que moi je formulerai autrement. Est-ce que pour une fois nous pouvons avoir le nécessaire consensus autour de ce que moi j'appelle l'enjeu existentiel? C'est un enjeu existentiel pour le monde, mais c'est un enjeu existentiel par rapport à nous-mêmes. Nous voici dans la géopolitique post-énergie fossile, si je peux m'exprimer ainsi, nous voici placés en situation de jouer un grand rôle d'équilibre. Les amis ont parlé du bassin du Congo. En réalité, le gros du bassin est chez nous. Ce n'est pas, par entrisme congolais, non, c'est la réalité. Donc c'est nous. Si nous, comme peuple, nous pourrions avoir pour une fois conscience que l'avenir du monde se joue en partie chez nous. C'est ça, c'est ça. L'avenir du monde, y compris nous-mêmes, en termes existentiels, parce que tous les amis l'ont dit ici, si le réchauffement continue, eh bien, on aura des problèmes, pas seulement de la montée des niveaux des eaux, même la désertification, on n'en a pas encore parlé ici, la salinisation des sols, avec l'eau de mer qui est salée, qui va pénétrer dans les eaux douces. Et la désertification, déjà, nous sommes un peu concernés par rapport à notre sud. Donc, nous voici placés dans un contexte géopolitique qui nous impose une certaine attitude. J'ai presque envie de dire une posture républicaine. Est-ce que nous sommes un pays avec une vision, avec une élite, avec un leadership? Et je crois qu'il est plus que temps
que nous nous mettions ensemble pour formuler. Parce qu'une question est d'avoir des atouts comme nous les avons, une autre est de savoir s'en servir. Je vous rappelle que la bombe atomique, c'est ici chez nous, mais qui en a tiré le prestige, c'est la Belgique. Je vous rappelle. Oui. Non, pour nous, c'est la Belgique. Pour nous, c'est la Belgique. La Belgique, c'est le seul pays européen qui n'est pas grand, mais qui doit sa grandeur à la RDC, au Congo. C'est ce que je veux dire. Et les États-Unis, ça c'est autre chose parce que les États-Unis ont tiré là-bas. Donc la Belgique a tiré le prestige de Chimkonogwe. On nous dira, là-bas nous étions colonisés, ok. Maintenant que nous sommes indépendants, maintenant que la géopolitique nous interpelle, que devrions-nous faire? Est-ce que par rapport à ça... C'est très bien dit. Oui. Je voudrais que Bruno répondisse sur la question. Hein. Je vous ai déjà dit une partie, mais répondissez, je sens que vous avez une réponse à cette question. La même question, je suis d'accord avec José quand il parle des enjeux existentiels. Et ces enjeux existentiels doivent nous obliger à nous organiser. Parce que nous ne pouvons pas devenir une grande puissance climatique si nous ne sommes pas déjà une puissance organisationnelle. Voilà pourquoi je considère que des ministères comme celui de l'environnement et développement durable devraient être élevés au rang d'un ministère de souveraineté. On a parlé de COP21, c'est vrai les termes mettent en vogue. Mais est-ce que quand vous allez dans l'arrière-pays, à Soumumboyo, à Sekebanda, les gens savent ce que ça fait, les contenus de COP21? Ça devrait être vulgarisé. Et ne fût-ce que les grandes lignes traduites à des langues nationales pour que ça soit bien expliqué aux Congolais du Congo profond. Parce qu'il y a là un danger. Si nous ne sommes pas organisés, des pays qui nous entourent et qui partagent avec nous les bassins du Congo, sans avoir les mêmes poids hydrographiques ou des réserves forestières que nous, vont se mettre en avant-plan et bénéficier, on va parler des crédits carbone, plus que nous. Il y a 4 ans, j'étais invité à une conférence mondiale sur le développement durable qui s'est tenue à Brazzaville. Brazzaville, c'était pratiquement le centre du monde. Il y avait 17 chefs d'État et de gouvernement qui étaient représentés. Et donc, même si vous voyez dans des documentaires élaborés par des médias internationaux, quand on parle du bassin du Congo, on vous montre les sèches de la Sanga, alors que la rivière Sanga ne représente même pas la moitié de la rivière Lopori. Évidemment, vous avez tellement raison parce que vous vous rappelez du film documentaire Homme, voilà, où nous n'avions aucune image du Congo. Oui. Mais vous avez bien dit, Jérôme, je vous en prie rapidement. Je voudrais d'abord renforcer ce que mon ami Freddy Mulumba a dit. Nous devons être extrêmement prudents parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez dans tous les ouvrages, les forêts de la République démocratique du Congo sont déclarées patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un danger. D'où la nécessité de revenir sur ce que j'avais dit ici, lors de notre émission de la fois passée, en demandant à ce que nous puissions réviser l'article 9 de notre Constitution pour que nous puissions libeller clairement que le sol et le sous-sol congolais appartiennent à l'État. Et non, l'État ne peut pas exercer sa souveraineté comme c'est libellé maintenant. Venons-en maintenant aux enjeux. Vous savez que nous devons être, et nous avons l'obligation d'être une puissance environnementale. Parce que la nature nous a dotés de fabuleuses richesses que d'autres pays n'ont pas. Et pour cela, nous devons vraiment être ensemble, unis. Nous devons être en paix. Parce que c'est une opportunité en or. Est-ce que vous savez que dans le Nord Kivu, à côté de Virunga, si vous coupez les arbres dans cet espace-là, le Nil peut sécher. Et qu'au jour d'aujourd'hui, tous les pays du bassin du Nil doivent leur survie grâce aux forêts de la République démocratique du Congo à 80%. Est-ce que vous savez que au-dessus de nos têtes, il n'y a pas de frontières? Nous avons des frontières sur terre. Or, qu'est-ce qui se passe théoriquement? Ce qu'on appelle les COD qui viennent en expansion et sont attirés dans le puits carbone comme par l'effet d'aimant. C'est-à-dire, les Occidentaux polluent en Occident là-bas, aux États-Unis, ainsi de suite, mais comme nos forêts constituent un puits carbone qui capte, qui attire ces COD qui viennent en expansion et qui ne respectent aucune formule scientifique, aucune frontière, eh bien, ces COD sont séquestrés ici, dans les bassins du Congo. Mais nous devons être payés, mais pas en monnaie de singe. Le langage des Occidentaux, c'est quoi? Gardez vos forêts, ne touchez pas à ça parce que notre survie en dépend aussi. Mais ils veulent que nous restions dans la pauvreté. Ils ne nous donnent pas les moyens de pouvoir nous développer.
Et ça, ce n'est pas normal. Et voilà pourquoi j'ai salué l'idée du président de la République. Quand il est allé à New York, il les a dit, il faut un deal. Nous avons un potentiel hydraulique de 100 000 mégawatts d'énergie propre. Alors, ce que nous vous demandons, donnez-nous l'argent. Nous développons l'énergie électrique. Nous allons donner l'électricité à toute l'Afrique. Eh bien, on va détruire moins les forêts. Parce que deuxième enjeu, le président les a dit, écoutez, nous avons des forêts, mais il ne faudra pas que vous puissiez nous donner des miettes. Parce que c'est ça, quand on donne un petit 50 millions, regardez l'argent qu'on donne aujourd'hui au Brésil. C'est exprimé en termes de milliards. Mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, mon ami vient de dire, vous savez comment la clé des partitions s'est faite? Tous ces petits pays-là qui représentent 0,0001% du bassin du Congo veulent que nous puissions partager kiff-kiff l'enveloppe que ces multinationales nous donnent. Et voilà pourquoi moi j'ai dit, nous devons nous réveiller, sortir de notre torpeur et nous imposer. Parce que la plupart des fois, la voix de la République démocratique du Congo n'est pas écoutée. Et pour une fois, je félicite le président de s'être déplacé jusqu'à New York, signer ça. Maintenant, il nous appartient de pouvoir préparer la stratégie parce que nous avons les atouts pour faire chanter la communauté internationale. Si vous ne nous donnez pas ce que nous vous demandons en termes de milliards, nous sommes capables de détruire les forêts et nous tous nous allons mourir. Et vous devez savoir que ces forêts nous appartiennent. C'est notre propriété en tant que pays souverain. Ce n'est pas pour vous. Il faut modifier la souris un peu rapidement parce que John va prendre la parole aussi. Ça me fait sourire parce que je pense que les drames chez nous, notre élite est inconsciente et aliénée. Pour préparer la COP 21, ce sont des étrangers. Nous, on a fait une conférence avec les professeurs d'université. Il y a un professeur de tabac qui a fait sa thèse en Amérique. Là, dans le cours au Nigeria. Il est au département des sciences ici. On n'a même pas consulté. On est parti prendre des aventuriers en Europe à qui on a donné tous les dossiers pour traiter la question du Congo. Des aventuriers qui étaient manipulés par des multinationales. Il faut préciser. Donc, les aventuriers sont arrivés ici, ils ont traversé notre dossier et ils sont partis à Paris défendre les dossiers congolais. On a abandonné nos propres spécialistes. Est-ce que vous pensez que les étrangers vont défendre les intérêts du Congo? Non. Moi, je pense que c'est le premier politique ici. C'est demander aux hommes politiques d'être conscients. On a des mercenaires qui ne voient que l'argent, qui ne voient pas l'avenir du pays, qui ne voient pas la puissance du Congo. Ils sont prêts à brader tout. On voit n'importe quel aventurier qui vient, oh expert, d'ailleurs il suffit de faire le tour du ministère du Congo, vous verrez qu'il y a des experts passés par là. Les chiffres, c'est que quand vous regardez les rapports, nous on a demandé quelque chose comme 26 milliards. 21. Mais regardez, comparez les grands Congo, la RDC avec l'Éthiopie qui a demandé 150 milliards. Il n'y a pas match. Mais qui a conçu ça? Mais vous voyez des choses, c'est pour appuyer ce que vous êtes en train de dire. Très bien, donc on ne sait même pas valoriser ce que nous avons. Ma question... Et nos autorités sont corrompues. La corruption est devenue un sport national. Merci beaucoup, Jérôme. Je crois qu'on est en train d'assainir par des révocations dans la fonction publique. Mais il faut révoquer. C'est déjà un bon signe. Les Jérôme, je voudrais, John, peut-être qu'ils sont tellement emballés, c'est une bonne chose. Oui. Mais la question, est-ce que nous serons capables, elle reste toujours, ou bien dans l'état actuel des choses, sommes-nous capables d'inventer une réponse, une riposte adéquate? Nous sommes face à un enjeu international et national. Il y a de ces nations qui, face aux difficultés, parviennent à se sublimer. Je pense que nous, ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est cette sublimation nécessaire. Que nous passions de l'état solide à l'état gazeux, en donnant au Congo la capacité de pouvoir prendre sa revanche sur l'histoire. Parce que nous avons aujourd'hui les cartes en main, mais il faut savoir bien les manier. Mais si nous ne parvenons pas à le faire, c'est un peu comme on a dit, le monde va le faire sans nous. Bien sûr. Et on fera la guerre, Diana. Oui, tout à fait. On fera la guerre et vos forêts seront des repères des rebelles. Après qu'on se soit servi de l'uranium de Tchongo, vous savez ce que les Américains ont fait? Ils ont mis du béton là-dessus pour dire n'y touchez plus. C'est-à-dire que quels que soient vos intérêts, vous n'y touchez pas. Parce que nos intérêts étant réalisés, vous n'avez pas d'intérêt par rapport à cet uranium qui se trouve chez vous. Alors, mais je voulais dire ceci, nous nous emballons, mais
nous revenons de pied sur terre. Je vais vous donner un exemple de Kadhafi. Kadhafi avait dit aux Européens, si vous déstabilisez la Libye, vous allez voir des masses de gens qui traverseront la Méditerranée pour venir chez vous. On a dit non, c'est un dictateur qui est dans la panique. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? La Libye est devenue... On leur a dit aujourd'hui la lutte contre le terrorisme. On a dit la lutte contre le terrorisme, il ne faut pas déstabiliser la Libye. On a déstabilisé la Libye et on a créé le terrorisme au Mali. Maintenant, c'est toute l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a aucun pays en Afrique de l'Ouest qui est aujourd'hui préservé contre le terrorisme. On avait refusé de prévenir à partir de la Libye. On a laissé. La même chose on dit avec le réchauffement de la terre. Les gens ne veulent pas que vous, les Congolais, ces forêts qui sont au Congo, vous profitent. À la rigueur, ils préféreraient mettre un patin au pouvoir à leur solde qui fera en sorte que les forêts soient congolaises mais appartenant à ces gens-là. Mais lorsque vous les protégez, mais vous avez une guerre sur vous. Donc, on ne protège pas le Congo comme la prunelle des yeux du monde, parce que le Congo, avec son grand bassin, protège le monde. Non, mais par contre, on voudrait vous menacer, vous détruire pour que cette forêt-là ne soit pas votre, pour que vous ne puissiez pas en profiter. Et je dis que là, le monde est en train de se mettre en feu, parce que le Congo ne sera jamais en mesure de protéger la forêt tant que le Congo ne sera pas stable. Au niveau des politiciens, chez nous, on le dit, au niveau de tous ceux qui fomentent des coups à gauche, à droite, qui financent même les multinationales, qui, en plus du fait que chauffent la planète, chauffent encore le milieu politique ici pour que le Congo soit presque ingouvernable. Là où il n'y a pas d'autorité de l'État, il n'y a pas protection. On a vu avec le Virunga ici, on a pleuré les Okapi, on a vu tout ça, et ça sera comme ça avec la forêt. Si on veut, ça c'est notre vœu, si on veut que les forêts de la RDC, les forêts, même au Gabon, il n'y a pas de stabilité politique, mais on est en train de chauffer à gauche et à droite pour que le Gabon flambe. Au Congo-Brazza, on est en train de tout faire pour que flambe. On voudrait que le bassin du Congo flambe, alors qu'on voudrait que les forêts soient protégées. Qui va les protéger? Les mouvements rebelles et consorts? Moi, je pense que les Occidentaux doivent être conséquents par rapport à leur vouloir et leur faire, leur agir de chaque jour dans le pays africain. Bruno. Dans la même optique, je voudrais rappeler ici la même thèse évoquée par Freddy Moulumba au début, la thèse du professeur Banza Malala Maputa, que le Congo, de par sa création, est un État qui doit servir, qui a été créé selon l'acte fondateur de Berlin, du 26 février 1885, est un État qui a été créé pour servir des enjeux du monde, alors que les autres États ont été créés pour organiser, pour servir les enjeux de leur propre pays. C'est-à-dire que nous, Congolais, surtout les intellectuels, nous devons retenir que notre pays est au centre des enjeux et les puissances mondiales, les multinationales et les grandes puissances politiques mondiales considèrent le Congo comme leur gâteau aussi. Et ils ne nous laisseront pas calmes, exploiter et tirer profit au maximum de ces richesses-là nous-mêmes. Et comprenant cela, nous devons nous donner les moyens de notre propre organisation. Je parlais de l'organisation. Nous ne pourrons jamais devenir une puissance environnementale et climatique si nous ne sommes pas organisés. J'ai dit que des ministères comme celui de l'environnement devaient être élevés au rang de ministère de souveraineté. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un débat au plus haut niveau pour que les dirigent ces métiers, ces ministères, que celui qui a l'expertise la plus pointue et qui a la capacité de vulgariser les enjeux climatiques aujourd'hui mondiaux dans le Congo profond. Parce que si la population n'est pas associée, si on laisse les débats au niveau des seuls décideurs, la population fera ce qu'elle peut faire. Aujourd'hui, on peut par exemple démontrer que cuisiner avec du pétrole pollue moins l'environnement que faire des feux de brousse ou des braises. Mais est-ce que la population déconnectée des télévisions internationales comprend cela? Il faut une explication. Donc il faut des budgets importants qui doivent être alloués à ces ministères, à toutes ces explications. Parce que vous le vouliez ou pas, les puissances internationales, les multinationales ne nous laisseront pas calmes. Aujourd'hui, il y a un débat intéressant déjà au niveau du Parlement sur l'utilisation ou la déversion de l'eau
de l'Oubangui vers le lac Tchad. Le lac Tchad. Le débat est intéressant, il passionne, il excite, mais nous n'avons pas le choix. Que nous le voulions ou pas, la Sanga sera pompée pour aller alimenter le Tchad. Ah, mais il y a des... Nous allons, vous avez compris les enjeux. Laissez-moi poser une question, parce qu'il nous reste 10 minutes à peu près. Vous voyez que c'est vers la fin que la passion se soulève. Mais il reste encore une question fondamentale. Notre pays, il est dans une situation de crise. La crise est là. Elle n'est pas seulement une crise de confiance entre les acteurs, elle est aussi une crise financière avec la pauvreté et la réduction des moyens. En même temps, quand vous devenez de plus en plus appauvri, les menaces extérieures augmentent des pressions. Alors moi, ce que je voulais, pour terminer, parce qu'en fait il faut terminer, il faut qu'on puisse quand même proposer quelques pistes. Comment nous pouvons, en même temps que nous sommes en train de nous préparer au rendez-vous mondial, comment réguler les rendez-vous internes? Parce que en interne, là, moi je suis en train de voir une classe politique qui va dans tous les sens. Aujourd'hui, le message de l'unité, le message du consensus sur cet enjeu n'existe pas encore. Alors, vous allez prendre parole, chacun à sa manière, mais n'oubliez pas ma question, parce que ce sera à chacun de vous sa conclusion. Oui, moi je rebondis sur ce que Bolisson disait tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut faire du ministère de l'Environnement un ministère de souveraineté, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut vulgariser la doxa environnementale dans le pays réel, je suis tout à fait d'accord. Mais ça ne suffit pas. Le moteur devrait être le consensus au sein de l'élite, en ce compris la classe politique. Mais le malheur, notre émission, il y a comme un cheminement logique depuis la première émission. Le malheur chez nous, c'est que ce qui tient lieu de classe politique, c'est pour l'essentiel, je ne fais aucun scoop ici, des gens qui sont connectés, qui sont en fait manipulés par l'extérieur. Et la source de ça est dans l'histoire. Bolisson vient de le rappeler ici. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais pris le destin de notre pays en main. Et tant que notre classe politique... Malgré les élections, malgré les choix... Les élections, une hirondelle ne fait pas le printemps, oui. Il ne faut pas... Voilà, même les élections, est-ce que c'était ça? Les élections résolvent quel problème? Ça doit résoudre un problème. Le problème, nous sommes dans un mimétisme terrible où nous devons imiter systématiquement ce qui se passe ailleurs sans nous interroger sur ce que nous sommes. Il a dit la vulgarisation, oui, mais vous allez vulgariser, vous allez chez vous à l'Équateur, où les gens sont en déshérence sociale prononcée. Vous allez lui faire de la morale sur l'écologie, sur l'environnement. Il ne vous suivrait même pas parce qu'il doit survivre. Donc vous comprenez qu'il faut qu'il y ait ce consensus d'abord. Un consensus qui sera partagé par toute l'élite. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il a parlé d'organisation. Mais l'organisation, c'est quoi? Un pays suppose une stratégie de gouvernance. Alors, quand il n'y a pas de stratégie de gouvernance, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez aux États-Unis, parce que nous parlons de l'environnement, plus ou moins tout l'establishment est d'accord sur la question de l'environnement. N'y allons pas trop, parce que nous avons du pétrole, nous avons des gaz de schiste à faire ici. Voilà. Donc là, c'est par rapport à leurs intérêts. La difficulté, c'est que chez nous, parce qu'il n'y a pas de consensus, nous ne savons même pas identifier nos intérêts. Merci, alors, merci José. Merci. Oui, Jérôme, rapidement. La guerre de l'eau est à nos portes avec la présence de Mbororo dans la province de l'ex-province orientale. Nous avons besoin du consensus et nous devons faire très attention. J'informe les Congolais que 70 000 hectares de nos forêts sont déjà achetés par les multinationales. Ceux qui nous dirigent doivent faire très attention parce que nous risquons, les multinationales ne pardonnent pas. Quand elles s'installent dans un pays, même au niveau de l'Union européenne, les multinationales ont infiltré l'Union européenne pour imposer leur façon de voir les choses. Et nous n'avons même pas la capacité de l'Union européenne pour essayer de les déjouer. Notre seule arme, c'est l'unité nationale, le patriotisme et le consensus politique. Et nous devons placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On a trop bradé nos fabuleuses richesses minières. Nous sommes l'unique pays au monde où des aventuriers se sont mis en consortium pour acheter une concession à 5 000 $ et revendre ça peut-être à 1 million, 2 millions. Et des gens sont venus de New York,
Ils n'ont payé que juste le billet, arrivé ici, ils prennent les mêmes documents, ils achètent à 50 millions pour aller revendre sans aucun effort au niveau de New York la même concession à 150 millions de dollars. Nous devons arrêter d'être dupes. Ce pays appartient à nous tous, les intellectuels, nous devons nous réveiller, sinon ça sera trop tard. La guerre de l'eau, la guerre des forêts, ces deux guerres-là sont déjà à nos portes. Pas passer de la fin qui est déjà là en train de gagner. Freddy, rapidement. Ok, c'est très court. Je pense qu'on vient de dire ici que nous ne serons jamais tranquilles. Les faits sont là. Depuis 60 jusqu'à ce jour, nous sommes toujours en pleine guerre. Ça ne se termine pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des choses. D'abord, il faut libérer l'imaginaire des Congolais, des élites congolaises. Elles sont aliénées et complexées. Quand les gens sont déjà libérés de cette... Donc, quand les gens ont libéré l'imaginaire, ils ont confiance en soi. Et là, en eux, ils vont commencer à travailler pour le pays. Mais tant qu'on n'est pas déconnecté du monde occidental, on pense que les Blancs, les Muzungu Anasema ou bien Muzungu Mundu, Yongu Mungu, on ne s'en sortira pas. Ça, c'est un. C'est Swahili là un peu. Donc, Muzungu Mungu. Il faut libérer l'imaginaire. Les Blancs, c'est Dieu. L'imaginaire de. Alors que c'est faux, il n'est pas Dieu. De nos militaires, pardon, de nos. Comment on appelle ça? Nos intellectuels et les politiques qui sont complexés devant les Bazungu. Deux. Parce que nous sommes plus intelligents qu'eux. Oui. Vous savez, Mao disait ceci. Nous avons vécu ça. Si vous avez des richesses, vous ne savez pas les protéger, on viendra les prendre gratuitement. Nous les vivons aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Deuxième élément, une armée forte. Il faut une armée forte. Et l'armée, ce n'est pas les élections, ce n'est même pas la démocratie. Pas une armée infiltrée. La vision d'un peuple, des élites. Nous devons avoir une armée pour protéger nos richesses. Donc, si vous n'avez pas une armée forte, vous n'avez pas des élites déconnectées du monde occidental, retenez, nous serons des esclaves des multinationales occidentales. Ils n'ont pas d'état d'âme. Merci. John Ngomba, et puis on va terminer rapidement avec les autres. La vacuité du combat politique chez nous pose un sérieux problème pour le devenir de la nation. Nous ne savons pas pourquoi et au nom de quoi les politiciens se battent. Il y a des questions fondamentales telles que la question de l'environnement qui détermineront de notre être demain. Il est donc grand temps que nous puissions faire des propositions parce que l'économie verte est une réalité aujourd'hui et elle est à notre portée pratiquement pour rien. Alors, resserrons un peu les rangs et voyons l'avenir de la République démocratique. Bruno, et puis on va terminer par Diana. Lubangi, oui. Pour quelqu'un d'Équateur, en plus. Lubangi. La nécessité pour les Congolais de s'organiser, de trouver ce consensus utile pour la survie du pays. Parce que de toutes les manières, il n'y aura jamais la déconnexion du Congo. À l'ère de l'interdépendance des nations, nous sommes obligés de voir ce que fait l'Occident, de voir ce que fait la mondialisation oblige. Nous avons des richesses, notre pays est au cœur des enjeux, au cœur des appétits extérieurs. Nous devons faire avec si nous voulons survivre. Et c'est pour cette raison que j'ai dit élite, comme base intellectuelle, maraîchère, tout le monde, nous devons nous mettre d'accord sur ce qui sont nos priorités. Les priorités durables du Congo, ce n'est pas l'enrôlement des nouveaux majeurs, ce n'est pas la conquête des listes électorales, c'est la protection de notre environnement et la valorisation de nos réserves pour bien négocier avec les puissances qui doivent nous donner quelque chose afin de réaliser le développement social dont a parlé José Nawé tout à l'heure, parce que si le développement est exclusif, ça peut permettre à ce qu'il y ait diminution des tensions et ce qui est les gens puissent comprendre ces enjeux. Merci beaucoup, les Républicains. Oui, mais écoutez, vous avez, Freddy l'a dit, qu'il faut une armée pour tout protéger. Mais nous sommes un pays où les citoyens congolais, quand ils vont en char, ils disent pourquoi les armes ici? Nous allons nous protéger avec quoi? Alors qu'on doit pouvoir être content. Ah, au moins il y a des chars, nous serons protégés, on va protéger nos richesses. Les gens parce que les Congolais ne se mettent d'accord sur rien. Alors, les Congolais, quand ils entendent, je n'ai jamais entendu Congolais, même dans le débat politique, Obama, il faut qu'Obama qu'il peut parler. Où est son problème? Mais c'est facile d'entendre les Américains, dans Kabila ou bien Sassou Nguesso, il faut qu'ils partent. Et pourquoi? Parce que souvent,
vous ne savez pas les intérêts que ces gens-là protègent pour ce pays-là. Et ces gens-ci, mais cet homme-là, il protège nos intérêts, alors qui ne protège pas nos intérêts doit partir. Et qu'est-ce qui va arriver? On vous propose des patins, des affairistes qui peuvent bien tirer leur profit dans tout ce que vous avez comme gens. On vous dit, non, nous voulons plutôt celui-là que qu'était l'autre. Et vous verrez le Congolais aller dire, bon, comme celui-là, il ne protège pas vos intérêts, moi je suis prêt à le faire, soutenez-moi. L'aliénation. Oui, nous connaissons des gens qui reçoivent de l'argent pour prendre la place. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que ceux qui sont là protègent. Il y en a, je ne livre pas de secrets, il y en a qui sont allés dire à l'Angola, mais vous avez soutenu ce régime, mais voilà ce qu'ils vous font sur le plan du pétrole, notre plateau continental. Nous, si nous arrivons au pouvoir, on va laisser tomber ça. Et il y a des politiciens congolais qui sont allés dire ça en Angola. Très bien, merci Diana. Alors, on va terminer. Jérôme insiste. Oui, c'est vraiment une seconde parce qu'il faut terminer. Parce que nous ne pouvons pas nous protéger, avoir une armée forte ou faire quoi que ce soit, développer notre pays sans argent. Or, nos politiques ont souvent oublié quelque chose de très important. Nous devons faire certifier toutes nos richesses naturelles. Les cabinets existent. Nous n'avons aucune certification qui peut nous permettre de lever des fonds, des milliards au niveau des marchés internationaux et que nous pouvons injecter dans notre économie pour nous développer. C'est faisable et on ne doit pas négliger ça. Merci, merci Jérôme, merci Freddy, merci José, merci Diana, Joachim, merci John et merci Bruno. En tout cas, merci aussi aux téléspectateurs. Cette émission a été laborieuse parce que nous venions de très loin pour pouvoir aboutir à l'essentiel. Nous devons avoir une classe politique non aliénée, libre de défendre les vrais enjeux. L'enjeu ici, c'est l'enjeu non seulement de l'environnement, mais l'enjeu de notre existentiel. Nous existerons comme peuple quand nous réfléchirons comme peuple. Nous existerons comme une nation quand nous réfléchissons comme une nation. Cela a été que notre contribution à ces débats, les débats pour lesquels nous disons les consensus, ce n'est pas simplement qui sera Premier ministre, qui sera ministre, qui sera chef d'État. Ça, c'est un consensus indirect. Le principal, c'est qu'est-ce que nous devenons comme nation. Mesdames et messieurs, merci de votre attention à cette édition d'Espace Républicain. Nous vous retrouverons certainement dans 15 jours pour un autre numéro, en espérant que vous avez aimé. Mais si vous avez des contributions, n'hésitez pas à nous écrire. Nous sommes là pour débattre de notre pays, de notre nation. C'est la seule chose que nous avons en partage et sacrée. Au revoir.